Parce que c'est un métier qui n'est pas considéré en France. C'est-à-dire que c'est un métier un peu, tu vois, c'est pas un vrai métier. Voici le dernier moment de Thierry Ardisson. Ce n'était pas sur un plateau télé. Il n'y avait pas de projecteur, pas de caméra, pas de chroniqueur pour le faire briller. C'était un après-midi d'été, un 14 juillet comme tant d'autres, où la France applaudissait ses feux d'artifice sans savoir qu'une de ses voix les plus iconiques venait de s'éteindre dans le silence. À l'abri des regards, dans une clinique privée du 16e arrondissement, l'homme en noir a fermé les yeux pour la dernière fois. Et comme toujours, il avait tout orchestré. Sauf peu, être l'oubli. Il aura fallu plusieurs heures avant que la nouvelle ne filtre. Une brève, sèche, impersonnelle. Thierry Ardisson est mort. Pas de breaking news, pas d'émission spéciale. Juste un murmure numérique. Pourtant, celui que l'on appelait le maître du scandale avait marqué de son empreinte la télévision française pendant plus de 4 décennies. À travers ses interviews chocs, ses silences maîtrisés, ses punchlines millimétrées, il avait créé une langue à lui, un théâtre à part, où tout semblait pouvoir se dire, sauf sur lui. Car, derrière les lunettes noires et les chemises impeccablement boutonnées, il y avait un homme que peu ont vraiment connu. Ceux qui l'ont côtoyé de près parlent d'un être obsessionnel, méticuleux, en quête de contrôle permanent. Un homme hanté par l'idée de disparaître, mais incapable de vivre sans exposer les autres. Dans ses interviews, il n'interrogeait pas, il disséquait, il ne conversait pas, il déclenchait. Et ce jeu, il l'a joué jusqu'à l'épuisement. Les derniers mois de sa vie ont été marqués par un repli progressif. Il ne donnait plus d'interviews, il refusait les plateaux, il filtrait ses apparitions avec une rigueur qui frisait la paranoïa. Certains évoquaient une maladie qu'il ne nommait pas, d'autres parlaient simplement d'une lassitude. Une lassitude de ce monde qu'il avait si longtemps fasciné, mais qui semblait désormais l'ignorer. Il ne recevait plus. Même ses amis de toujours disaient ne plus avoir de nouvelles. Et c'est peu, être cela, le vrai drame. Non pas sa disparition, mais l'indifférence qui l'a entouré. Ce silence médiatique, ce vide autour de son départ, cette absence de reconnaissance publique, comme si la télévision, cette créature qu'il avait nourrie, modelée, bouleversée, l'avait finalement rejeté ou oublié. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un homme qui avait fait de la parole son arme la plus affûtée, hâté, il put partir sans un mot, sans une cérémonie, sans même un regard de ses pairs? Pourquoi cette fin si discrète pour un être qui a passé sa vie à orchestrer le vacarme? Est-ce un choix, une mise en scène ultime, ou bien le reflet d'une solitude longtemps dissimulée? Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas une simple biographie, c'est une plongée dans le dernier mystère de Thierry Ardisson. Une enquête intime sur un homme qui a révélé les autres sans jamais se révéler lui-même. Nous allons retracer son ascension fulgurante, ses provocations les plus célèbres, ses blessures silencieuses et cette fin énigmatique qui en dit plus long que toutes ses interviews réunies. Car au fond, l'homme en noir n'a jamais cessé d'écrire son propre scénario. Mais dans ce scénario-là, celui de sa fin, il a peu être laissé une brèche. Une faille que l'on va tenter d'éclairer, non pour le juger, mais pour le comprendre. Et peut-être pour lui rendre la parole qu'il n'a jamais osé s'adresser. Avant d'être l'homme en noir que toute une génération a vu comme le symbole de l'irrévérence télévisuelle, Thierry Ardisson n'était qu'un enfant discret, né un matin froid de janvier de l'année 1949 à Bourganeuf, un petit village reculé du département de la Creuse. Dans cette France d'après-guerre encore marquée par les silences et la rigueur, il grandit au sein d'une famille modeste, entre un père représentant de commerce souvent absent et une mère au foyer douce mais réservée. Dans cette maison où l'on exprimait peu les émotions, le jeune Thierry comprit très tôt qu'il allait devoir faire du bruit pour exister. À l'école, il n'était ni le plus fort, ni le plus populaire, mais il avait une arme redoutable, les mots. Vifs, acérés, toujours à la limite de l'impertinence, il devenait son refuge, sa manière d'attraper l'attention. C'est à l'adolescence qu'il développe un goût prononcé pour les auteurs provocateurs, les penseurs anticonformistes, les dandys littéraires. Il dévore Céline, Cioran et même Oscar Wilde, fasciné par ceux qui osent défier la norme à travers l'élégance et l'ironie. Il se rêve déjà en figure libre, en franc-tireur de l'intellect,
Mais il sait qu'il lui faudra pour cela trouver un terrain d'expression à sa mesure. Après des études à Montpellier, il monte à Paris au début des années 70, sans réseau ni appui. Il dort chez des amis, vit de petits boulots, écrit sous pseudonyme des slogans publicitaires pour les autres, pendant qu'il rêve d'écrire son propre nom en grand. Dans ce monde de la pub, il fait très vite parler de lui. Ses slogans claquent, dérangent, intriguent. Le poids des mots, le choc des photos pour Paris Match ou encore Ovomaltine, c'est de la dynamique, deviennent des références. Il comprend alors que son pouvoir réside dans la formule. Et ce pouvoir, il veut l'exercer à la télévision. Il fait ses premiers pas sur le petit écran à la fin des années 80. Ce n'est pas encore le Thierry Ardisson que tout le monde connaîtra. Mais déjà, les contours se dessinent. Il invente un ton, nocturne, sensuel, provocante. Avec bain de minuit ou lunettes noires pour nuit blanche, il propose une télévision à contre-courant, tournée dans des lieux inattendus, avec des invités qui se livrent autrement. La caméra bouge, les silences sont pesants, les questions dérangent. Le public, d'abord troublé, devient rapidement accro. Un nouveau style vient de naître. Mais c'est en 1998 que tout bascule. Avec Tout le monde en parle, diffusé chaque samedi soir sur France 2, Thierry Ardisson impose définitivement sa marque. Pendant près de 8 ans, il fait défiler sur son plateau le tout Paris politique, culturel, médiatique. Il crée des confrontations inédites, ose les mélanges de genres les plus improbables. Une actrice oscarisée face à un ancien détenu, un ministre face à un humoriste trash. Et lui, au centre, calme, précis, toujours vêtu de noir. Lunettes sombres sur le nez, dit sec, provoque, décale. Sa force, c'est l'écoute maîtrisée. Il laisse parler, puis coupe net. Il provoque le malaise, puis relance avec un sourire désarmant. Il connaît parfaitement ses invités, leurs failles, leurs zones d'ombre. Et il n'hésite pas à les exposer, parfois avec une brutalité déroutante. Certains le taxent de voyeurisme, d'autres parlent de génie. Quoi qu'il en soit, Thierry Ardisson devient incontournable. Il est partout, dans les médias, les conversations, les polémiques. Il n'est plus un animateur, il est un phénomène. Et ce phénomène s'exporte. Il crée ses propres sociétés de production, lance de nouveaux formats, signe des livres, produit des documentaires, invente des concepts. Il devient une marque dérangeante, exigeante, redoutée. On l'admire autant qu'on le craint. Il incarne une France télévisuelle où l'on peut encore tout dire, tout montrer, tout déconstruire. Il refuse le politiquement correct, revendique la provocation comme outil de vérité. Il choque, mais ne triche jamais. Parallèlement, il soigne son image. Costume noir, cheveux impeccablement gominés, sourire en coin, Thierry Ardisson construit un personnage de dandy moderne, entre élégance aristocratique et froideur clinique. Il ne montre rien de lui, ou plutôt, il montre ce qu'il veut. Il donne l'illusion de l'intimité, mais reste une énigme. Ses proches parlent d'un homme pudique, voire distant. Il contrôle tout, jusqu'à ses moindres silences. Pendant plus de 25 ans, il règne sur le paysage audiovisuel français. Mais derrière les caméras, un autre homme existe. Un homme plus fragile, plus fatigué, qui commence à douter. Et c'est cette fissure invisible que l'on verra s'élargir au fil des années. Car l'époque change, la télé se lisse, les mots blessants ne font plus recette, la nuance devient suspecte. Et peu à peu, Thierry Ardisson sent que le monde qu'il avait conquis ne lui appartient plus. Ce basculement, il ne le dira jamais clairement. Mais il le vivra comme une forme de trahison. Car pour lui, la télé n'était pas un métier. C'était une langue, un art, un combat. Et quand ce combat n'a plus lieu d'être, que reste-t-il? Un homme, seul, face à lui-même. Dans l'ombre, cette fois, pour de bon. Il y a des signes qui ne trompent pas. Des gestes minuscules, imperceptibles au premier regard, mais qui marquent un basculement. Pour Thierry Ardisson, le premier déclic ne vient pas d'un scandale public ou d'une chute d'audience brutale. Il vient de l'intérieur. Il vient du moment où le doute s'insinue, où le contrôle devient une obsession, où l'image devient plus importante que le message. Au fil des années 2000,
Alors que ses émissions continuent de rassembler des millions de téléspectateurs, Thierry Ardisson resserre son emprise sur chaque détail. Il ne se contente plus de présenter. Il réécrit, reformule, remonte. Chaque interview est storyboardée. Chaque silence est volontaire. Chaque regard est anticipé. Il ne laisse rien au hasard. Ce n'est plus du direct, c'est du théâtre. Un théâtre millimétré, presque clinique, où la vérité semble fabriquée pour mieux paraître vraie. Certains collaborateurs s'inquiètent. Ils parlent d'un homme de plus en plus nerveux, incapable de déléguer, méfiant à l'extrême. À l'écran, tout reste fluide, mais en coulisses, les tensions sont palpables. Ardisson devient exigeant, pointilleux, parfois brutal. Il demande des modifications de dernière minute, refuse les suggestions, impose son rythme. Ce besoin de maîtrise totale devient un mur infranchissable. Et derrière ce mur, il s'isole, lentement, mais sûrement. Le monde, lui, change. Les réseaux sociaux émergent, les codes évoluent, le langage télévisuel se transforme. L'ère du clash semble révolue. Place au consensus, à l'image lisse, au divertissement calibré, la provocation, autrefois saluée, devient suspecte. Et l'ironie, marque de fabrique d'Ardisson, est désormais perçue comme cynique, voire agressive. Peu à peu, les formats qu'il propose sont refusés. Les diffuseurs le jugent trop clivant, trop daté. On l'accuse même de ne plus être en phase avec son époque. Ce rejet progressif, Thierry Ardisson le vit comme une mise à mort symbolique. En 2010-9, il quitte brutalement l'émission Les Terriens du samedi sur Chui. Officiellement, il souhaite se consacrer à de nouveaux projets, notamment des formats plus innovants. Officieusement, il ne supporte plus les contraintes d'une télévision qu'il ne reconnaît plus. Il déclare dans une interview donnée à Paris Match « La télé m'a tout donné et maintenant elle me regarde mourir ». Une phrase lourde de sens, presque crépusculaire. À partir de ce moment-là, le retrait commence. Il ne disparaît pas totalement. Il tente encore. Il lance Hôtel du Temps, un concept audacieux mêlant IA et interviews fictives avec des personnalités disparues. Le projet intrigue, mais dérange aussi. Certains y voient une innovation, d'autres un exercice macabre. Il y met tout ce qui lui reste d'énergie. Il veut montrer qu'il n'est pas fini, que son esprit est encore en éveil, que la télévision a encore besoin de lui. Le programme est nominé aux Emmy Awards, preuve que le talent demeure. Mais Laura, elle, semble s'être dissipée. Autour de lui, le silence s'épaissit. Il ne participe plus au grand débat. Il refuse les interviews en direct. Il demande à valider chaque mot, chaque image, chaque phrase. Même ses proches commencent à s'inquiéter. Il ne répond plus aux appels. Il annule des rendez-vous. Il s'enferme chez lui, rue de Rivoli, ou part se réfugier dans sa maison de Ramatuelle, loin de tout. On le dit fatigué, diminué, malade. Mais lui, fidèle à son habitude, ne dit rien. Il laisse planer le doute. Il préfère le mystère. Dans la presse People, les rumeurs vont bon train. Sa rupture avec Béatrice Ardisson, sa nouvelle vie avec Audrey Crespo-Mara, son rapport ambigu au succès de sa compagne sur Téléphone, tout est scruté, analysé, surinterprété. Mais lui reste silencieux. Ou plutôt, il orchestre son silence comme une ultime déclaration. Une mise en scène à l'envers, où ne rien dire devient le message. Et pendant ce temps, son corps se fragilise. En 2012 déjà, il avait été diagnostiqué d'un cancer du foie. Il ne l'avait jamais rendu public. Il n'aimait pas la plainte. Il préférait la tenue. Certains anciens collègues racontent qu'il avait changé, qu'il souriait moins, qu'il semblait absent, préoccupé. Un producteur évoque même une scène troublante. Lors d'un tournage, Thierry aurait quitté le plateau en plein milieu, sans un mot, le regard vide. On ne l'aurait pas revu de la journée. Depuis ce jour-là, plus rien n'a vraiment été comme avant. À mesure que les mois passent, il s'efface. Il devient un souvenir, un mythe déjà classé. Les chaînes ne le mentionnent plus. Les magazines ne lui consacrent que des brèves. Les téléspectateurs, eux, l'ont presque oublié. Même les jeunes générations ne connaissent de lui que quelques extraits YouTube, sortis de leur contexte, devenus des mèmes. Ce qui avait été un art devient une relique. Et puis vient ce jour, ce 14 juillet de l'année 2025. Tandis que la France célèbre sa fête nationale,
Thierry Ardisson rend son dernier souffle dans une chambre d'hôpital parisienne. Aucune équipe télé n'est alertée, aucune dépêche n'est envoyée. Pendant plusieurs heures, la nouvelle reste enfermée dans un cercle restreint. Ce n'est que tard dans la soirée qu'un journaliste confirme l'information. Elle se propage timidement sur les réseaux sociaux, sans éclat. Quelques messages d'hommage, quelques extraits d'interviews partagés. Mais pas de grand élan collectif, pas de moment de recueillement national. Il n'y aura pas de plateau en noir et blanc, pas de flash spécial, pas même une minute de silence sur les chaînes qui l'avaient tant marqué. Thierry Ardisson s'en est allé dans l'ombre, exactement à l'opposé de ce que son image publique laissait croire. Et pourtant, peut être que tout cela était voulu, peut être que c'était là, son ultime provocation, son dernier pied de nez à un système qu'il avait encensé, puis abandonné. Mais au fond, ce silence final dit beaucoup plus que tous les discours. Il révèle une fracture, une faille entre l'homme et son époque. Une solitude qu'aucun buzz, qu'aucune punchline, qu'aucune émission n'aura su combler. Ce qui frappe, dans les jours qui ont suivi la disparition de Thierry Ardisson, ce n'est pas tant l'annonce en elle-même. C'est l'étrange silence qui l'a entouré. Pas de soirée hommage, pas de bande-annonce spéciale, pas de plateau noir avec les anciens chroniqueurs venus se recueillir. Rien. Comme si l'homme qui avait passé sa vie à orchestrer l'attention n'avait plus droit à la lumière. Une sortie sans générique. Une disparition à peine murmurée. Et pourtant, derrière ce silence, les détails ont commencé à émerger. D'abord, l'endroit. Il n'est pas mort chez lui, rue de Rivoli. Il n'est pas mort non plus dans sa maison de Ramatuelle, là où il aimait se retirer face à la mer. Non, il s'est éteint dans une clinique privée du 16e arrondissement, dans une chambre impersonnelle, blanche, sans décor, sans bruit. Selon les informations rapportées plus tard par Le Monde, il y avait, ce jour-là, à peine 2 personnes à son chevet. Un médecin et une amie très proche dont le nom n'a jamais été rendu public. Audrey Crespo-Mara, sa dernière compagne, n'était pas présente. Ce n'était pas un abandon. C'était un choix. Un accord tacite, paraît-il. Il ne voulait pas être vu affaibli. Il ne voulait pas qu'on le regarde partir. Il voulait partir comme il avait vécu, dans la maîtrise, jusqu'au dernier souffle. Ce besoin de contrôle, on le retrouve dans ce qu'il a laissé derrière lui. Dans son appartement parisien, soigneusement rangé dans une bibliothèque fermée, on a retrouvé plusieurs carnets noirs, de taille moyenne à la couverture rigide. À l'intérieur, pas de mémoire, pas de révélation, juste des phrases, des pensées griffonnées à la va-vite, des observations, des fragments, des ratures. Mais au fil des pages, une même phrase revient, encore et encore, comme une ritournelle intérieure. Être visible, c'est facile. Être vu, c'est insupportable. C'est peu être là que réside toute la vérité de Thierry Ardisson. Il avait bâti une carrière sur la mise à nu des autres, mais n'a jamais supporté qu'on le regarde vraiment. Il était le metteur en scène, pas le comédien. Il tenait la lumière, mais refusait qu'elle l'éclaire de trop près. Même dans ses écrits, il ne parlait jamais de sa maladie. Il évoquait parfois le corps qui fatigue ou le bruit qui diminue. Mais jamais les mots justes, jamais cancer, jamais souffrance. Il écrivait pour détourner, pour rester digne. Ses proches, eux, ont senti le glissement. Certains anciens collaborateurs ont confié anonymement à la presse qu'il avait changé dès l'année 2020. Il s'absentait souvent, annulait au dernier moment, répondait de moins en moins. Un réalisateur raconte qu'il était devenu fantomatique, comme si sa voix s'éteignait avant lui. Il parlait moins fort. Il regardait ailleurs. Et surtout, il ne voulait plus qu'on le prenne en photo, même chez lui. Ce refus d'être vu malade allait jusqu'à l'absurde. Une assistante de production a raconté qu'il avait fait supprimer une scène entière d'un documentaire parce qu'on y voyait sa main trembler légèrement. Ce n'était qu'un détail, invisible pour le public, mais insupportable pour lui. Car Thierry Ardisson ne supportait pas de paraître vulnérable. La faiblesse, pour lui, n'était pas humaine. Elle était obscène. Mais ce perfectionnisme, ce culte du contrôle, cachait sans doute autre chose. Une peur. Celle d'être oublié. Celle de ne plus compter. Celle de ne plus être invité.
Il l'avait dit un jour, presque par accident, sur le plateau de Salut les Terriens. Le jour où la télé ne m'appellera plus, je saurai que je suis mort. C'était une boutade, évidemment. Mais, au fond, peut être une prophétie. Car les derniers mois de sa vie ont ressemblé à cette phrase. Une mort symbolique, vécue en direct. Invisible, mais profonde. Et puis il y a ces objets, ces vestiges d'une vie passée à collectionner les traces. Dans un meuble vitrine, on a retrouvé des dizaines de cassettes VHS, soigneusement étiquetées, des rediffusions de ses propres émissions, mais aussi des extraits d'autres animateurs, des débats, des interviews, comme s'il avait besoin de tout conserver, de tout archiver, de ne rien laisser se perdre. Comme si, en retenant les images, il retenait un peu le temps. Mais le temps, lui, n'a pas retenu Thierry Ardisson. Dès le lendemain de sa mort, les moteurs de recherche se sont remplis de questions banales. Qui est Thierry Ardisson? Pourquoi portait-il toujours du noir? Quel âge avait-il? Il y avait dans ces requêtes une forme de distance glaciale, comme si le personnage qu'il avait construit ne suffisait plus à ancrer une mémoire, comme si le public avait déjà tourné la page. Et pourtant, il reste des souvenirs, des témoignages rares. Une ancienne chroniqueuse a publié un message bouleversant sur son compte personnel. Elle écrivait « Il m'a souvent fait peur, mais il m'a appris à penser ». Un réalisateur évoquait quant à lui un homme exigeant, parfois injuste, mais toujours sincère. Même Audrey Crespo-Mara, dans une déclaration sobre, a confié « Avec Thierry, chaque jour était un spectacle. Même le silence avait un sens. Mais ce qui trouble le plus, c'est l'absence de reconnaissance officielle. Aucun message du service public. Aucune mention dans les journaux télévisés du soir. Même la cérémonie d'adieu, tenue à l'église Saint-Roch, s'est déroulée dans une forme d'indifférence polie. Quelques anonymes, quelques proches, des fleurs noires, et c'est tout. Aucune caméra. Aucune chaîne n'a demandé l'autorisation de filmer. Et il paraît que c'était ce qu'il voulait. Un départ sans bruit, une sortie en fondu, une dernière mise en scène. Mais peut-on vraiment choisir l'oubli? Peut-on vraiment effacer une vie publique en claquant la porte? Ou bien est-ce la société elle-même qui décide, qui trie, qui sélectionne, qui mérite d'être pleurée? En refusant le pathos, en repoussant les caméras, Thierry Ardisson a peu être scellé lui-même son effacement. Il a voulu disparaître proprement. Et le monde l'a aidé à s'évanouir. Mais dans ce vide laissé, dans cette chambre blanche sans nom, dans ce silence qui a suivi, quelque chose demeure. Une absence dérangeante. Une question sans réponse. Car en vérité, on ne sait pas ce qu'il ressentait. On ne sait pas s'il avait peur. On ne sait pas s'il souffrait. On ne sait rien. Et c'est peu être cela, le vrai scandale. Pas ses provocations. Pas ses punchlines. Mais ce que, lui, a choisi de taire. Il est difficile de juger Thierry Ardisson. Trop d'angles, trop de couches, trop de contradictions. Il a été adulé, moqué, encensé, puis oublié. Il a voulu tout contrôler, jusqu'au silence final. Il a exposé les autres, mais s'est toujours dérobé. À la fois metteur en scène et personnage, bourreau et victime, gardien du bon mot et prisonnier de son propre masque. Ce que son parcours révèle, ce n'est pas seulement l'histoire d'un animateur génial devenu incompris. C'est le reflet d'un changement d'époque. Ardisson appartenait à une télévision qui n'existe plus. Une télévision qui cherchait à déranger, à confronter, à creuser. Pas pour choquer gratuitement, mais pour mettre au jour ce que le langage lisse cache. Dans ses interviews, il y avait du théâtre, oui, mais aussi une quête de vérité. Une vérité dérangeante, inconfortable, parfois cruelle. Mais une vérité quand même. Avec lui, les stars n'étaient plus intouchables. Les politiques devaient se justifier. Les artistes descendaient de leur piédestal. Les anonymes avaient enfin une voix. Il a ouvert l'espace public à ceux qu'on taisait. Il a démocratisé l'impertinence. Et pour cela, il a payé le prix fort. Car l'impertinence a ses limites, surtout dans une époque qui préfère l'unanimité à la dissidence. Son effacement progressif dit quelque chose de notre rapport à la parole critique. Là où la provocation était autrefois un moteur, elle devient aujourd'hui une menace. Thierry Ardisson n'a pas su ou pas voulu s'adapter. Peu être était-ce par fierté,
peut être par lucidité. Il a préféré le silence à la compromission. Mais ce silence, orchestré ou non, a révélé une faille bien plus intime, celle d'un homme qui ne savait plus où se tenir dans un monde qu'il avait contribué à façonner. On pourrait dire qu'il est mort comme il a vécu, en provoquant le malaise. Mais ce serait une conclusion trop simple, car derrière la mise en scène, derrière le noir de rigueur et les lunettes opaques, il y avait sans doute une fragilité que personne n'a voulu regarder. Une angoisse du vide, un refus de l'oubli, un besoin d'exister au-delà des mots. En disparaissant dans l'indifférence générale, il a tendu un miroir froid à une société qui consomme ses icônes comme elle change de chaîne, sans s'émouvoir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce silence final était-il son choix ultime, ou la preuve que même les voix les plus puissantes finissent par se perdre ? Aurait-on pu, aurait-on dû, écouter autrement cet homme qui, pendant si longtemps, avait tout dit, sauf l'essentiel ? Certains départs ne laissent ni cris, ni larmes, ni éclats. Ils ne font pas de bruit. Ils glissent dans le paysage comme une brume de fin d'été, sans que personne ne remarque vraiment qu'il manque quelque chose. La disparition de Thierry Ardisson appartient à cette catégorie-là. Une disparition sans fracas, sans projecteur, sans adieu collectif, comme si son absence avait été prévue, comme si, en s'éteignant, il achevait une logique qu'il avait lui-même initiée. Pendant des années, il a parlé fort, il a creusé, dérangé, osé. Il a donné une voix à ceux qu'on n'écoutait jamais. Il a secoué le confort de la télévision comme un enfant secoue une boule à neige. Il a fait de l'impertinence une posture intellectuelle, de la mise en scène, un art, et du silence, une arme. Mais le dernier silence, celui qui entoure sa mort, n'est pas une mise en scène. C'est un vide étrange, un vide qui gêne. Car que nous reste-t-il vraiment de lui, aujourd'hui ? Quelques extraits d'interviews visionnés à la volée, des phrases chocs devenues mèmes, des souvenirs flous d'émissions regardées à minuit dans un salon plongé dans la pénombre. Et au fond, une sensation, celle d'avoir croisé un homme rare. Un homme exigeant, tranchant, parfois blessant, mais toujours sincère. Un homme qui n'a jamais cessé de poser la seule question qui vaille. Pourquoi ? Il aurait pu choisir un autre chemin. Il aurait pu s'adoucir, se réinventer, plaire davantage. Mais il a préféré rester fidèle à lui-même, quitte à déranger jusqu'au bout. Il ne voulait pas d'un hommage tiède. Il ne voulait pas d'un générique en noir et blanc. Il ne voulait pas qu'on pleure ce qu'on avait cessé d'écouter de son vivant. Il a refusé la compassion comme il avait refusé la facilité. Et pourtant, malgré cette distance volontaire, malgré les masques, malgré le contrôle, une chose transparaît, la solitude. Celle des hommes qui comprennent trop bien le monde. Celle de ceux qui voient avant les autres. Celle de ceux qu'on applaudit quand ils brillent, mais qu'on oublie dès que leur lumière devient plus douce. Thierry Ardisson n'était pas seulement un provocateur. Il était un funambule. Il marchait sur le fil de la vérité, avec pour seule ombre celle qu'il portait lui-même. Aujourd'hui, il ne reste plus de lui que cette ombre. Mais elle continue de vibrer, discrètement, dans les silences télévisés, dans les mots qu'on n'ose plus dire, dans les regards qui évitent la profondeur. Il est parti sans bruit, mais pas sans trace. Certains adieux sont devenus invisibles jusqu'à ce qu'on les raconte enfin.